Il y a une image du jour et on vous propose de la découvrir immédiatement. Le président Zelensky est en visite sur le front du côté de Kharkiv où il vient saluer ses hommes et les forces spéciales notamment. On va même découvrir ce qu'il leur a dit. On a quelques mots d'échange, je crois, ou en tout cas, on sait précisément ce qui a été dit par le président ukrainien. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de féliciter nos combattants des forces spéciales et de leur remettre des décorations officielles. Je suis reconnaissant de leur bravoure et de leurs opérations héroïque derrière les lignes ennemies. C'est un mot d'encouragement dans un contexte où on sait, la Russie, peu à peu, mètre par mètre, dévore du terrain sur le front qui s'étend sur une longueur d'à peu près 1200 km. Et vous allez le découvrir, en plus de ses bataillons d'infanterie, en plus de son artillerie, en plus de ses drones, de son aviation, eh bien, l'armée russe emploie désormais un éventail très large sur le plan tactique. Et c'est avec vous, Amal Laoui, qu'on va découvrir de quoi il s'agit. Oui, les Russes continuent de gagner du terrain, vous l'avez dit, et pour cela, ils adaptent leur stratégie. Pour avancer, les troupes russes expérimentent de nouvelles techniques, parmi elles l'usage de motos sur le front qui se généralise. Alors ce n'est pas réellement une nouveauté parce que des motos, des motocross et même des scooters ont déjà été utilisés par les séparatistes du Donbass à partir de 2014. Mais depuis quelques mois, c'est surtout l'armée russe régulière qui utilise de plus en plus les motos. Pourquoi ? Pour être plus rapide et donc pour pouvoir échapper plus facilement aux drones ukrainiens. Ces véhicules légers permettent d'accélérer la manœuvre terrestre. Ces engins servent également à livrer des munitions, des équipements, de la nourriture, mais aussi parfois à transférer des militaires. Et ces motos, elles ont aussi une autre fonction. Elles permettent de faire face à la pénurie de véhicules blindés. Alors on l'a bien compris, elles ne vont pas les remplacer, mais elles sont utiles pour franchir les derniers kilomètres. Elles permettent de mener des assauts éclairs, même si, il faut quand même le préciser, les experts militaires sont plutôt divisés quant à l'efficacité de ces assauts à moto. Bon, il y a les motos sur le terrain et puis il y a la chasse également russe qui, elle, balance ses bombes planantes, si vous me permettez l'expression. Elles font beaucoup de dégâts. Oui, ces bombes russes planantes, les FAB, font des ravages. Ce sont des engins de l'ère soviétique qui peuvent faire jusqu'à plusieurs tonnes, comme les FAB 3000 par exemple. Ces bombes sont larguées, vous les voyez, par avion et sont équipées d'ailettes, ce qui leur permet d'étendre leur rayon d'action et leur précision. Elles sont quasiment impossibles à intercepter. Leur puissance permet de raser en un seul coup une position défensive, une arme d'assaut plus stratégique, d'autant plus stratégique pour les Russes, car elle est bon marché, beaucoup moins coûteuse qu'un missile. La productivité a même augmenté de 40% grâce au passage à une production 24 heures sur 24 et même 7 jours sur 7. Pour progresser, les Russes s'appuient aussi sur le renseignement. Selon une enquête du Figaro, les Russes jouent aussi sur le moral des troupes ukrainiennes pour viser leurs cibles. Pour cela, ils collectent des informations sur les unités ukrainiennes les moins formées ou les moins motivées. Et pour détecter ces positions ukrainiennes, l'armée russe utilise des drones de reconnaissance. Certains sont équipés de caméras. Puis l'armée russe réplique par des bombardements intensifs. Alors cette avancée, elle est aussi due à un déséquilibre des forces. Dans une interview au Guardian hier, le général Syrski expliquait que les rapports de force en ce qui concerne le matériel est de 1 à 2 ou de 1 à 3 en faveur de la Russie. Merci Amal Laoui pour tous ces éclairages. Je vous propose qu'on revoie ce dont vous nous parliez juste à l'instant, ces images d'unités à moto, parce que là il y a quelque chose de tactiquement très très intéressant à décrypter. On va avec vous, si vous le voulez bien, colonel Goya, un peu décrypter un peu ce qui se joue. En quoi ça peut être performant d'utiliser comme ça des unités à moto avec ces hommes qui débarquent, des kalachnikovs qui vont faire le coup de feu et qui lancent des grenades. Écoutez, c'est une parade, c'est une adaptation. La plupart des adaptations, des innovations d'ailleurs de cette guerre sont des innovations mineures. Il n'y a pas d'engin majeur, il n'y a pas de nouveaux chars, il n'y a pas de nouvel avion de combat. Ça, c'est trop lent, c'est trop lourd pour la durée de la guerre. En revanche, il y a plein. On peut innover techniquement dans plein de domaines et tactiquement aussi en adaptant des choses et en s'adaptant notamment à l'ennemi. Et l'ennemi, c'est quand même un puissant facteur et la perspective d'être tué, c'est quand même une puissante incitation à évoluer. Là, on est face à une menace. La menace, elle vient du ciel.
Voilà, on est dans un espace qui est transparent, on est vu du ciel, on peut être frappé du ciel. Bon, à partir de là, il faut trouver des solutions. Donc, soit vous vous enterrez profondément, vous faites l'inverse, vous creusez si vous pouvez être frappé du ciel, et quand vous êtes à l'air libre, vous vous dispersez et vous bougez. C'est comme quand vous êtes sous le feu d'éventuels snipers, vous bougez tout le temps, parce que voilà, ça réduit considérablement l'efficacité de l'adversaire. Donc, ce qu'on appelle l'infanterie légère, très fluide, très mobile, ça a été c'est quelque chose qu'on voit réapparaître systématiquement. C'était le genre de parade, par exemple, que des organisations armées, on parlait du Hezbollah, on parlait du Hamas ou l'État islamique, qu'est-ce qu'ils font alors que le ciel est... Ils les ont utilisés d'ailleurs, 7 octobre. Ils utilisent ce genre de choses, des quads, des véhicules civils, tout simplement. Ils essaient de se mélanger éventuellement à la population civile, ils creusent, etc. etc. Donc on a sur quelque chose d'assez, en réalité, d'assez typique, et pour moi, plutôt efficace. Alors après, vous n'allez pas directement au contact en moto. Il faut forcément débarquer avant pour ensuite mener un véritable combat d'infanterie. Au passage, je reviens, c'est quand même l'infanterie. Oui, c'est l'infanterie, c'est les troupes au sol. Qui mène le gros du combat, quoi. Et c'est surtout de fantassins dont on a besoin. En réalité dans cette guerre, ce qui manque d'ailleurs le plus des deux côtés. Il y a un côté presque jeu vidéo, bon alors ça tient à la nature des images et de la façon dont elles sont tournées, c'est filmé en GoPro avec des drones qui visiblement suivent en plus ces motos et puis ces opérations, ces assauts. Aurélien Duchesne, vous êtes consultant géopolitique et défense. De votre point de vue, parce que vous suivez également l'actualité de ce front et son avancée, je dirais mètre par mètre, vous aussi très très régulièrement sur l'antenne de LCI, ça peut procurer un avantage tactique décisif, ça ? Non, sauf à quitter la marche pour aller à la quintessence. C'est-à-dire que si on regarde, ça c'est un peu illustratif, au fond, d'une armée russe qui devient à la fois plus légère et peut-être plus souple dans son emploi des forces. Plus légère d'une part par la force des choses. Quand on regarde par exemple des études comme celle de l'ISS en début d'année, il disait que certes, les Russes arrivent à réutiliser de vieux stocks soviétiques en masse pour pallier les pertes sur le terrain, de matériel beaucoup plus cher, beaucoup plus récent. On voit qu'à horizon 2026-2027, ce genre de matériel commencera à manquer. C'est le cas, par exemple, des véhicules de combat d'infanterie ou de transport de troupes blindées. C'est là où les Russes commenceront à manquer d'ici 2 ou 3 ans de réserve. Donc, ils sont obligés, quelque part, c'est un petit peu une poire pour la soif. D'autre part, quand on dit une armée plus souple, on est certes dans une armée russe qui est moins une armée de manœuvre comme au début de la guerre, que plus une armée qui est enfermée dans des combats de tranchées, qui fait des progrès par incrément avec des pertes énormes. Mais de l'autre côté, on a beaucoup dit sur ce plateau qu'on avait une armée russe qui ne s'adaptait pas. On avait vu l'exemple qu'ils avaient répété au même endroit, c'est-à-dire à Vuhledar, dans le Donbass, d'envoyer des colonnes de blindés qui s'étaient faites avoir par des drones et des frappes ukrainiennes. Il n'empêche que cette armée russe c'est aussi faire preuve d'adaptation sur le terrain et se montrer plus souple, même si elle garde un commandement extrêmement rigide, même si c'est une armée qui n'a pas fait de vraies réformes structurelles depuis 2008, c'est une armée qui sait s'adapter sur le terrain. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous imaginez bien que si on montre ces images sur le plateau, du côté de l'état-major ukrainien, on les a vues également et on les commente. Je vous propose de ce point de vue-là d'écouter le porte-parole de l'armée ukrainienne et il nous dit de quelle manière son armée est en train de s'adapter. La moto est un véhicule léger, maniable et rapide qui permet d'atteindre des points difficiles d'accès et d'y arriver en un rien de temps. Face à cette menace, les premiers moyens de lutte sont les drones, ainsi que les largages, l'artillerie et les mortiers. Tout cela pour but de détruire les motards lorsqu'ils sont détectés par la reconnaissance aérienne, quelque part de l'autre côté du champ de bataille. Et il est très important de les éliminer, de les faire sauter, de les détruire à temps. Parce qu'à l'approche, les conséquences peuvent être désastreuses. Voilà, on l'a compris, les Ukrainiens s'adaptent comme ils le peuvent. Ils ont compris qu'en utilisant des drones, on peut essayer de freiner ces unités motorisées. Mais vous allez voir, contre-adaptation russe, si je puis dire, parce qu'on est toujours dans l'inventivité. Regardez ce qui se passe du côté des Russes. Voilà, on a équipé ces motos d'engins qui ressemblent à des mines, mais qui en réalité sont des fumigènes qui permettent évidemment, en réalité, d'éloigner ces drones. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de la créativité permanente
permanente sur ce champ de bataille, Elsa Vidal. Oui, et les Ukrainiens le reconnaissent véritablement. En avril, lors d'un déplacement en Ukraine, j'avais rencontré une ONG justement qui vient en support à l'armée ukrainienne pour d'abord fournir du matériel, mais aussi pour fournir des solutions technologiques. Et en fait, il y en a vraiment énormément dans la société ukrainienne. Elles reconnaissent toutes ces associations, ces plateformes informelles, à quel point les Russes, après une première année désastreuse, ont compris la nécessité de s'adapter et elles-mêmes travaillent en permanence véritablement à proposer des solutions innovantes. Il y a de nombreux acteurs de la société civile qui sont très connus pour ça en Ukraine. Il y a une jeune femme qui avait combattu en 2014 dans le Donbass du côté des Ukrainiens et qui avait fait preuve de tellement d'ingéniosité dans le maniement des drones qu'elle a été ensuite chargée de créer cette nouvelle stratégie de combat avec les drones. Elle est toujours très présente, mais voilà, il faut comprendre que c'est toute la société ukrainienne qui aide les forces armées à s'adapter. Et du côté russe, effectivement, on est peut-être surpris de leur capacité à s'adapter, mais comme le disait Michel Goya, étant donné le taux de perte humaine côté russe, il y a quand même certainement un stimuli très important de la part des combattants à faire preuve d'innovation. Donc on est dans cette course permanente parce que les contraintes sur les armées des deux côtés sont très fortes. En fait, l'équation de départ, elle n'a pas changé et c'est pour ça qu'ils sont obligés de s'adapter parce qu'en fait, ces deux systèmes étendus à leur maximum, aucun des deux n'arrive à l'emporter, donc chacun cherche à créer la faille et on va voir ça assez longtemps tant qu'on n'aura pas un élément déterminant d'un côté ou de l'autre.